Bonjour groupe, Jean-François Sénéchal, toujours le même, toujours votre prof, deuxième rendez-vous cette semaine. Cette semaine, je vous ai promis de vous parler des travaux pratiques, des évaluations qui sont à l'œuvre et qui sont au programme dans ce cours. J'ai envie, entre autres, de vous parler du TP1. Parce que, vous le savez, votre TP1, ça s'en vient vite. En fait, la date butoir, c'est le 22 septembre à 23h59. On n'y est pas encore, mais ça s'en vient. Et vous le savez, une session, ça va vite, vite, là, si on fait pas si on se prend pas en main, si on fait pas les bonnes choses au bon moment, on peut vite perdre le contrôle. D'où mon intervention aujourd'hui pour vous guider un peu concernant cette première évaluation. Donc, la première, justement, évaluation dont j'aimerais parler avec vous, parce qu'on va faire le tour, on ne parlera pas seulement du TP1, j'ai envie de vous parler de toutes les évaluations de ce cours. La première, c'est les forums de discussion. Vous les avez vus dans votre plan de cours. Ça vaut 5 points. Là, vous vous dites, 5 points sur 100, qu'est-ce que ça vaut finalement? Ça vaut pas grand-chose, mais en même temps, c'est le cumul de tout ça là, qui vous donne une belle note. Les forums, vous savez, je les ai mis en place parce qu'il y a un lien avec les objectifs de chaque module. Ces forums, ça se veut un exercice formateur. Hein, vous vous rappelez, là, dans le dernier épisode, je vous disais que dans chaque module, il y a des objectifs à atteindre. Puis je vous disais aussi que mon examen final en classe, je vais vérifier si vous avez atteint ces objectifs. Dans l'examen final, il va y avoir des questions à développement, des questions courts et moyens. Il va y avoir toutes sortes de questions, des questions à choix de réponse, des questions, des phrases trouées, des associations, tout ça, mais aussi des phrases à développement court et moyen. Puis ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à des questions que je vous pose dans les forums. Là, je le répète doucement là, pour que ça soit bien compris. Il va y avoir des questions dans l'examen final qui ressemblent aux questions que j'ai posées dans ces forums. D'où l'importance, ça vaut juste 5 points, mais ça vaut quand même la peine d'aller au moins voir les questions qui sont posées, les réponses qui sont proposées par vos collègues, et pourquoi pas vous exercer vous-même à répondre à ce genre de questions, puisque vous aurez non seulement à le faire à l'examen de mi-session, mais à l'examen de fin de session également. Je vous rappelle que les objectifs qui sont derrière ces forums, c'est souvent de vérifier si vous avez compris les textes proposés, la matière. Et là, je sais que l'outil, l'outil, on va se le dire, là, les forums de l'ENA 1, parce qu'il va y avoir bientôt un ENA 2, là. Le site de cours, les forums, c'est pas l'outil, il est épouvantable. On va se le dire, là. C'est peut-être l'outil, la partie de l'ENA que j'aime le moins, mais pourtant, ça reste un beau lieu là, pour vous pratiquer à écrire. Mais la fonctionnalité en tant que telle du forum, habituellement, quand on consulte des forums, on va avoir les meilleures réponses tout en haut, ou les réponses les plus utiles, ou les réponses les plus drôles. Qu'on les voit tout en haut, là, mais c'est pas ce qui se passe, là, vous allez voir une suite des fois 100, 150 billets en ordre chronologique. Ça fonctionne pas, ça marche pas, mais c'est néanmoins l'outil qui est là. Et je vous invite à tirer le maximum malgré tout de cet outil. C'est-à-dire que lorsque vous passez à travers des billets, lorsque vous lisez les réponses de vos collègues, répondez à la question que j'ai posée en haut. Moi, je vais vous lire, mais pratiquez-vous aussi à en lire quelques-uns, puis peut-être résumer les propos de vos collègues. Essayez d'être concis et synthétique, hein, comme si c'était des paragraphes de prévision, de réponse à un examen, où là, on tente de saisir la question, on tente d'y répondre de la façon la plus efficace et synthétique possible. Puis aidez-vous dans ces forums-là à collectivement vous monter des réponses à ces questions qui sont utiles, qui sont aisément lisibles, qui seront aidantes lorsque vous aurez éventuellement à non seulement relire, mais peut-être étudier
les réponses qui y sont formulées. Donc, je vous invite à le faire. Encore une fois, l'outil n'est pas parfait, mais si vous faites un effort non seulement individuel, mais collectif, vous allez pouvoir en tirer un bon parti. Sur les forums, je vous demande d'intervenir un minimum de 5 fois. Bon, vous pouvez intervenir plus, mais sachez que moi, je lis tout, que je corrige tout, mais je ne commente pas tout. Donc, ce que je vous dis, c'est que je lis, je corrige et je note vos 5 meilleures contributions. En fait, je vais toutes les nommer, là. Je vais toutes les noter plutôt, mais on va garder vos 5 meilleures notes pour constituer votre note sur 5 points qui est prévue pour les forums de discussion. Puis je vais publier une note, peut-être à la mi-session, là, je vais publier votre note cumulative à la mi-session, comme ça vous saurez là, où vous en êtes. Évidemment, ça sera une note là, provisoire, puis on va la changer d'ici la fin de la session, mais au moins, là, ça va vous permettre de faire le suivi puis de voir votre progression. Puis une bonne participation au forum, c'est quoi? Bien, justement, j'en parle un peu. D'abord, je vais regarder le nombre de vos interventions, la régularité aussi. Si vous me faites 10 interventions dans la dernière semaine, c'est pas la même chose que une ou 2 interventions par module systématique, donc ça. La qualité, évidemment, de vos interventions. Puis, si vous faites le minimum requis, je dirais, vous allez avoir autour de 3,25 sur 5, donc 65% pour ces 5 points-là, disons. Puis, pour avoir plus haut, avoir presque 4 ou 5 sur 5, ben là, il faut proposer, il faut résumer des billets, il faut que ce soit clair, synthétique, faut proposer des textes inédits, donner des exemples pratiques, proposer, publier des images, des schémas qui résument un peu tout ça, là. Et là, si je vois que vous avez fait un effort supplémentaire et que vous excellez à produire un contenu de qualité, à ce moment-là, on passera de 3,25 à 4 ou 5 sur 5, et donc 100% pour cette évaluation. Puis je vous répète mon secret, les questions posées sur ces forums pourraient être des questions d'examen. Ah oui, on évalue la même chose. Donc moi, j'évalue, je m'assure que vous ayez atteint les objectifs de chaque module, puis je vous pose toutes sortes de questions. Puis, je peux vous poser une question en développement moyen dans un forum pour voir si vous avez atteint les objectifs. Puis, je peux poser une question qui ressemble exactement à ça pour vérifier la même chose, mais là, dans un contexte évaluatif, dans un examen de mi-session ou de fin de session. Autre sujet, autre évaluation dans ce cours. En fait, pas une autre évaluation, mais peut-être une remarque. Là. Vous savez que vous avez remarqué qu'il y a plusieurs évaluations qui se font en équipe. Donc, peut-être quelques mots sur ces travaux d'équipe. Je sais que c'est toujours délicat et difficile, certains travaux d'équipe, mais en même temps, ça reflète la réalité. C'est d'autant plus vrai lorsque le travail en question, c'est un travail d'éthique. Donc, discuter de décisions délicates en petits groupes, ça va faire partie de la réalité de votre travail. Puis là, vous allez faire justement un travail en équipe 5-6. Ça ressemble à une vraie équipe de travail. Et vous allez travailler à distance, c'est sûr, souvent. Mais là, maintenant, vous commencez à avoir vos aises et vos habitudes à distance. Mais en même temps, ça ressemble aussi à ça, là, les travaux d'équipe ou les projets de rédaction de documents à plusieurs mains. Là. Maintenant, c'est assez commun. Donc, pratiquez-vous dans le confort douillet d'un cours universitaire avant de tomber dans le chaos et dans le monde de la pression du travail. Donc voilà, un travail d'équipe, vous serez 6. Vous avez je pense que j'ai dit jusqu'au 10 septembre pour former vos équipes de travail. Donc, c'est pas obligé d'être vos amis. Mais une équipe de travail. Donc, évidemment, vous pouvez ajouter vos amis, mais je vous suggère aussi de vous pratiquer à intégrer aussi dans vos équipes une personne que vous ne connaissez pas. Une personne qui a peut-être pas la force
et la solidité de votre réseau social ici au Québec. C'est une façon contournée de dire les choses. Donc, essayez d'intégrer aussi des personnes qui semblent travaillantes comme vous, mais qui ne sont pas nécessairement vos amis. Vous pouvez faire les deux. Hein? Moi, c'est ce que je suggère. Là. Quelques amis, quelques collègues de travail, puis on s'applique et on travaille fort, puis on essaye de travailler en équipe, parce que c'est ça aussi la réalité. Puis pour celles et ceux qui auront de la difficulté à se trouver une équipe, ben on s'inquiète pas, hein, rassurez-vous. C'est des équipes de 5-6. Moi, je vais prendre les étudiants et étudiantes qui n'ont pas d'équipe, puis je vais les ajouter aux équipes qui ont seulement 4, 5 participants ou collègues. Puis je vais m'assurer de compléter tout ça. Même des fois, je vais peut-être faire une équipe de personnes qui sont seules. Comme ça, vous aurez les mêmes défis. Mais voilà, c'est ce que je vous propose. Il y a personne qui va faire les travaux seuls. Ce sont des travaux d'équipe. Je vais essayer de constituer vos équipes. Puis éventuellement, je vous aiderai à vous trouver une équipe au besoin. Les TP maintenant, donc vous avez 2 TP que vous devrez faire en équipe. Et les TP, mais ça vaut combien? Ça vaut 30 points. Donc là, on est quand même dans du substantiel, là. 30 points sur 100. Ça commence à valoir la peine d'y consacrer plusieurs heures. Votre TP1 vaudra 5 points. C'est celui qui s'en vient bientôt. Et votre TP2, c'est le gros travail d'équipe de la session. Ça vaut 25 points. Et faites attention parce que le TP1, le petit 5 points, il est intimement relié au gros 25 points. C'est le total là, de 30 points que je veux que vous fassiez attention parce que, tiens, commençons par le TP1. Le TP1, vous devez... Le but, c'est assez simple, mais c'est pas toujours bien compris par mes étudiants. Le but du TP1, c'est de créer un vrai problème éthique. Un vrai problème éthique que vous pourriez rencontrer dans quelques années. Donc, un vrai problème qui reflète la réalité, hein, celle de votre future profession dans quelques années. Ça me semble simple, mais c'est pas toujours... Ce que je veux, c'est des problèmes qui sont réalistes, des problèmes concrets. Puis là, vous m'écrivez ça, vous me rédigez ça sur une page. Pas plus. Ça peut tourner autour de ça. Donc, c'est assez simple. Puis je vous suggère de faire des recherches, parce que là, je veux pas des problèmes génériques là, écrits par ChatGPT, parce que je le sais, j'ai essayé quel genre de problème il me génère. Ça ressemble pas à un vrai problème. Il n'y a rien de réaliste là-dedans. Ça reflète souvent très mal la réalité du Québec. Moi, ce que je veux, c'est un vrai problème personnel. On a l'impression d'y être. C'est concret, c'est réaliste. Puis, on a l'impression là, que c'est vous qui y êtes là, dans 5 ans, disons, là, dans vos premières années de travail ou d'exercice de la profession. Puis les critères, tiens, si mes critères de correction pour le TP1, si je les dis plus explicitement, le premier critère, c'est plausibilité. Donc, moi, je veux que le problème, il soit fréquent dans l'exercice de la profession. Le problème de Karen Duhamel, dont on a parlé dans le dernier podcast, ou dans le précédent plutôt, Karen Duhamel, son problème, c'est un problème rare. C'est un vrai problème, mais c'est un problème rare. Moi, je veux des problèmes qui sont plus fréquents. Peut-être moins graves, mais plus communs. Il y en a aussi. Le deuxième critère, c'est le réalisme, c'est-à-dire que ça doit refléter la réalité d'exercice de votre profession. Donc, choisissez-moi de vrais employeurs. Un vrai contexte de travail réaliste, avec des vrais détails, des vrais outils techniques, mais dans le descriptif de votre problème, il faut que ça ressemble à la réalité. Donc ça, c'est le deuxième critère. Là, je ne veux pas un problème passionnant là, qui ferait un bon film de science-fiction ou un bon épisode de Black Mirror. Moi, ce que je veux, c'est un vrai problème, réaliste, plausible, encore une fois, fréquent, concret. Vous voyez les termes que je répète là? L'autre critère, c'est urgence, c'est-à-dire que dans l'énoncé de votre problème, ça va prendre un délai pour prendre votre décision. Donc, le personnage central de votre problème,
il devra avoir un délai pour prendre sa décision. Parce que c'est ça aussi la réalité, là. Quand on prend des décisions éthiques délicates, on n'a pas d'éternité pour prendre ce genre de décision-là. Donc, la pression du temps, ça fait partie de la réalité, ça fait partie de l'éthique appliquée. Hein? On n'a pas l'éternité en éthique théorique, comme Aristote et Platon, pour trouver le sens du monde. On doit prendre une décision délicate, on doit le faire vite. On a des impondérables et des contraintes. Puis, comme la vie, on doit survivre un peu. Donc, ce délai-là, là, le critère, c'est le critère d'urgence. Vous n'avez pas l'éternité, vous avez, je ne sais pas, dans votre énoncé, peut-être 2-3 semaines pour prendre une décision. Ça reflètera là aussi la réalité. Autre critère, originalité. Originalité, ça veut dire que c'est le vôtre. C'est vous qui l'avez écrit, donc pas de plagiat. Attention, là, si vous vous inspirez d'un cas réel, il faut le dire, il faut citer nos sources. Il y en a des exemples dans la réalité, dans les journaux. Vous entendez parler d'une histoire, mais il faut dire de quelle histoire vous vous êtes inspiré. Puis, parlant de plagiat, tiens, c'est peut-être mon bon moment là, de faire mon rant, ma mise en garde concernant ChatGPT et autres IA génératives. Donc maintenant, vous connaissez bien ChatGPT, il y en a d'autres, il va y en avoir d'autres. Vous avez peut-être testé, ChatGPT c'est le plus commun, mais il y a Gemini ou Gemini, Copilot. Je vous ai déjà parlé de Perplexity AI. Hein, vous le savez, si vous ne les avez pas utilisés, ben essayez-les. Vous allez voir que ce sont vraiment des outils performants. Ça peut vous aider à générer du texte, à corriger du texte. Je ne suis pas là pour faire l'apologie ou vous vendre ce genre d'outils, mais c'est des outils très performants. Puis je ne suis pas là non plus pour dire que c'est le mal incarné. Non, vraiment pas. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est utiliser ces outils, mais avec intégrité et grande prudence. Parce que, ne l'oubliez pas, puis des fois, il faut le répéter, vous êtes ici pour apprendre et être compétent. Apprendre et compétent. Donc, il faut faire en sorte que vous le deveniez, il faut faire en sorte que nous soyons capables d'en témoigner. Et vous avez vu que dans mes objectifs de cours, même si dans mes objectifs de cours, là, c'est mentionné à nulle part là, que moi, je serais ici pour vous apprendre à écrire. Là. Donc moi, si vous voulez utiliser ces outils-là parce que vous maîtrisez mal la langue, que ce soit pas votre langue maternelle, mais il y en a que c'est leur langue maternelle, le français, puis ils la maîtrisent mal, donc ils veulent se faire accompagner de ces outils-là pour les aider au travail d'écriture, tout ça, ça va. Mais je vous invite à lire, entre autres, mes instructions concernant ChatGPT dans la section évaluation. Hein, c'est important pour un prof, surtout dans le contexte aujourd'hui, là, avec ces nouveaux outils-là, de vous dire ce qu'on en pense, ce qu'on s'attend. Moi, je me mettrais pas la tête dans le sable en me disant, mais les étudiants, ils l'utiliseront pas. Tout le monde l'utilise en ce moment. Là, puis si vous le faites pas, je vous invite à le tester. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est lire mes instructions, les comprendre, parce que vous allez voir que dans mes instructions, je vous dis que vous pouvez les utiliser à quelques conditions, notamment celle d'être transparent. Hein, c'est-à-dire mentionner que vous les avez utilisés. Essayez pas de cacher vos failles, vos manques de compétences en matière de rédaction. Si vous ne les utilisez pas, dites rien, je ne les ai pas utilisés. Mais si vous les utilisez, dites-le, ça ne dérange pas. Moi, je ne vous juge pas, mais ça me permet au moins de voir des traces puis de comprendre pourquoi diantre ce billet est si bien rédigé sur un forum ou pourquoi diantre ce texte de 10 pages est si bien constitué alors que ce sont des étudiants qui sont en train d'apprendre à rédiger ce genre de document. Donc, dites-le. Allez-y modestement aussi. Je vous invite aussi à documenter votre contenu. Hein? C'est-à-dire que si l'intelligence artificielle vous propose du contenu ou ajoute du contenu
ou ajoute des sources, vous devez vérifier tout ça. Hein. Vous ne pouvez pas seulement vous contenter de copier-coller le contenu de ChatGPT sans vérifier la véracité puis la rigueur de ce qui est affirmé. Hein. Vous êtes responsable de tout ça. Responsable de la pertinence, des sources, du contenu en question et de la véracité du contenu, de la validité du contenu. C'était ça avant ChatGPT, puis ça l'est encore aujourd'hui. Là. Donc, vous le savez, on est à l'université. Vous n'êtes pas là pour créer le contenu intellectuel. Là. Il existe, vous le savez, il est au bout de vos doigts, le contenu intellectuel. Le but, c'est que vous soyez compétent pour le retracer, pour documenter ce que vous affirmez, pour montrer à votre lecteur, que ce soit dans le cadre d'un cours ou un texte que vous écrivez, là, à être capable de montrer au lecteur que vous êtes devenus des experts à retracer le contenu pertinent. Vous êtes bon là-dedans. Là. C'est ça qu'il faut que vous soyez capable de démontrer. Pas que vous avez inventé tout. Là. Vous êtes bon à retracer le contenu, montrer vos sources, montrer avec honnêteté et rigueur que moi, non seulement j'affirme des choses, mais je suis capable de vous démontrer d'où proviennent ces choses et ce savoir. Sinon, hein, si vous respectez ces règles, si vous êtes intègre et prudent, bien, vous pouvez utiliser ces outils dans mon cours. OK, l'indice de ce podcast, vous devrez faire des efforts supplémentaires pour trouver l'indice. Vous devrez consulter, vous savez, j'ai parlé de ma politique d'utilisation prudente de ChatGPT. Ce que vous devrez faire pour réussir cet indice, vous devrez aller sur votre site de cours, dans la section Évaluation et résultats. Il y a un des titres qui s'appelle Utilisation prudente de ChatGPT. Vous allez cliquer, vous allez lire la politique d'utilisation prudente de ChatGPT, mais surtout, l'indice cette semaine, ce sont les 4 principes qui guident l'utilisation de ChatGPT et autres IA génératives. Donc, la première, c'est de le voir, c'est transparence. J'en ai parlé. La deuxième, c'est rigueur. J'en ai parlé. Il y en a 2 autres. Donc, vous devez me mentionner les 2 autres. Voilà, c'était ça l'indice. C'est plus compliqué, mais c'est ça aussi. Je veux que vous la lisiez, cette politique-là. Et vous pouvez aussi utiliser ces outils pour rédiger vos TP1, pour vous accompagner dans le TP1. Vous pouvez utiliser ces outils pour vous aider à rédiger un problème éthique qui serait plausible, réaliste, urgent, imprégné de votre réalité, de la réalité québécoise, de la réalité qui sera la vôtre dans quelques années. Donc, concentrez-vous là-dessus, là, sur l'authenticité, le réalisme pratique de tout ça, là, et l'utilité pratique pour vous de résoudre ce genre de problème. Hein, si vous m'inventez un problème qui n'existe pas, après, venez pas me blâmer que je vous ai fait travailler sur un problème qui n'existe pas. Donc, dernier critère, c'est le critère d'équilibre. Hein, dans votre TP1, vous allez m'inventer un problème éthique. Et votre dilemme, parce que c'est ça un problème éthique, on hésite entre 2 voies, 2 bonnes voies, ou 2 mauvaises voies, là, mais c'est ça un dilemme. Faut qu'on soit capable de démontrer que ce dilemme, il est en équilibre. C'est ça un dilemme. C'est pas un problème technique. Un problème technique, un cas technique, là, c'est souvent simple, on se demande pas si on va à gauche, à droite. Là, on sait que c'est à droite la bonne décision, puis tout ce qui reste à faire, c'est trouver la façon la plus efficace de se rendre au bout de la piste de droite. Pour reprendre mon analogie. Or, un vrai dilemme, c'est quoi? C'est une vraie belle tension entre 2 biens, 2 voies. Hein, à gauche, c'est bien, mais c'est imparfait. Puis à droite, c'est bien aussi, mais c'est imparfait. Puis moi, je dois choisir. Puis à gauche, à droite, je ne sais pas. Puis si vous ne savez pas, dans la formulation de votre problème, là, si vous réussissez à arriver à trouver l'énoncé parfait là, de votre problème où on ne sait pas trop c'est quoi qu'il faut faire
vous avez un dilemme en équilibre. Si je lis votre énoncé, ou si vous faites lire votre énoncé par votre mère, puis votre mère dit, c'est facile ton problème, tu tournes à droite, vous n'avez pas un bon équilibre, là. Votre mère vous l'a dit. Si vous le montrez à votre mère, puis elle dit, moi non plus, je ne saurais pas quoi faire. À droite, c'est bien, mais c'est imparfait. Puis à gauche, c'est bien, mais c'est imparfait. Donc ça, c'est un vrai beau dilemme en équilibre. Donc voilà, c'est ça votre TP1. Me concevoir un vrai problème éthique, réaliste, plausible, concret. Puis vous devez me rédiger ça en équipe. Puis encore une fois, ça se peut que ce soit difficile parce que vous n'avez pas la plus longue des expériences terrain aussi. Là. Il y en a plusieurs qui connaissent mal la réalité du terrain. Donc, n'hésitez pas à consulter vos collègues qui ont peut-être plus d'expérience que vous sur le terrain ou qui ont fait quelques stages. Sinon, allez consulter votre entourage. Il y en a plusieurs qui ont un entourage, qui ont la chance d'avoir un entourage qui connaissent peut-être un peu mieux la réalité d'exercice de votre profession. Puis voilà, on vous aidera à vous rédiger un vrai beau problème éthique, réaliste, concret, puis qui reflète ce que seront vos premières expériences de travail dans l'exercice de votre profession dès votre sortie des bancs d'école. Un mot peut-être sur le TP2 parce qu'il vaut 25 points. Donc, le TP2, il vaut 25 points, donc il sera plus long. Et parce que vous n'êtes pas encore rendu là dans votre gestion du temps, on va le dire comme ça, vous êtes dans le TP1 en ce moment. Là. En fait, il y en a certains qui ne sont pas encore dans le TP1. Donc, avant de vous parler plus abondamment du TP2, là, je vais attendre quelques semaines peut-être avant de vous donner le détail de cette évaluation, mais je me permets quand même de vous la résumer. Le TP2, ce sera quoi? Ce sera un document dans lequel vous allez résoudre votre TP1. Hein? Dans le TP1, vous m'avez produit un vrai problème réaliste, concret, quelque chose que vous allez résoudre dans quelques années. Et le TP2, vous allez l'analyser, votre problème, et vous allez le résoudre. Hein? D'où l'importance que votre TP1 soit intéressant, là. Pertinent, utile, pratique. Sinon, là, vous le voyez bien, là, c'est juste 5 points votre TP1, mais si vous me faites un mauvais TP1, vous allez être pris pour analyser et résoudre pendant plusieurs heures un problème que vous trouvez utile, que vous trouvez peu pertinent, que vous ne trouvez pas intéressant. Puis pourquoi? Mais parce que vous avez trop négligemment rédigé votre TP1 parce qu'il valait juste 5 points. Vous voyez le lien là, entre le TP1 et le TP2. Donc, TP2, résoudre votre TP1. Donc, résoudre votre propre problème éthique que vous m'aurez vous-même proposé dans le TP1. Vous allez l'analyser dans le TP2 à l'aide d'une grille d'analyse. Une grille d'analyse d'un problème éthique que je vais vous expliquer dans le détail au module 4. Je vais vous expliquer comment utiliser cette grille. Et le TP2, première étape, ce sera d'analyser votre propre problème à l'aide de cette grille. Et TP2, deuxième étape, c'est rédiger un rapport décisionnel qui m'expliquera c'est quoi votre décision. Hein, vous aviez un gros problème là, dans le TP1. Le TP2, vous allez m'expliquer notamment c'est quoi la décision que vous avez prise, puis pourquoi vous avez pris cette décision-là, puis comment vous allez la mettre en œuvre, puis c'est quoi vos recommandations, c'est quoi vos principaux arguments. Voilà, c'est ce qui vous attend avec ces deux TP, le TP1 et le TP2. TP1, concevoir un problème éthique. TP2, résoudre un problème éthique. Autre évaluation dont je n'ai pas encore parlé, vous avez 2 examens. En fait, j'en ai parlé un petit peu. 2 examens. 2 examens, un à la mi-session et un à la fin de session. Donc, un à la mi-session à distance, sans surveillance à votre rythme, parce qu'il faut se pratiquer. Puis un à la fin de la session, en classe,
sous surveillance classique. C'est ce qui vous attend. Donc, examen 1, il vaut 15%, je vous le disais. C'est un examen qui va se faire chez vous, à distance. L'examen va être disponible pendant une semaine. Pour vous, c'est du 15 octobre au 22 octobre. Tiens, si vous voulez vous prévoir ça dans votre agenda. L'examen, je l'ai divisé en 5 parties. Pendant la semaine en question où l'examen sera ouvert, vous pourrez faire l'une ou l'autre de ces parties quand vous le souhaitez. Par contre, lorsque vous allez ouvrir une partie d'examen, vous allez avoir 45 minutes pour compléter et soumettre cette partie d'examen. Pour l'examen de mi-session, le matériel permis, c'est tout. Je dirais tout sauf d'anciennes copies d'examen. D'ailleurs, dont la circulation est interdite. Si vous voyez des copies d'examen circuler, elles sont interdites. Je le répète, si vous en avez vu, elles sont interdites. Si vous avez vu d'autres personnes les utiliser, elles sont interdites. Donc, vous pouvez utiliser tout pour votre examen de mi-session. Même ChatGPT, avec les mêmes règles d'utilisation intègre et prudente dont que je vous ai expliqué précédemment. N'oubliez pas que cet examen de mi-session, donc c'est un examen pratique. C'est pour vous exercer à faire un examen d'éthique. Il y en a plusieurs qui sont nerveux. À quoi ça ressemble un examen d'éthique? Vous allez le voir à votre examen de mi-session. Mais là, ça sera plus relax. Vous serez chez vous. Vous aurez accès à tout. Puis ça vous permettra de vous rassurer sur ce à quoi ça pourrait ressembler votre examen à la fin de session. Parce qu'à la fin de session, vous allez être seul avec votre copie d'examen, d'où l'importance de se pratiquer sérieusement à l'examen de mi-session. Et votre examen de mi-session, vous aurez accès à tout, y compris un autre étudiant ou un autre étudiante. Vous pouvez même vous lier, moi j'appelle ça la formule mariage. Là. Bon, c'est un peu vieillot, peut-être comme expression, là, mais c'est-à-dire que vous allez pouvoir consulter un collègue ou une collègue pendant une partie d'examen. Évidemment, vous devrez mentionner, c'est toujours la même règle, être transparent, mentionner le nom de la collègue ou du collègue avec qui vous avez fait l'examen, mais c'est possible. Le but de tout ça, c'est encore une fois de réduire le stress, l'anxiété qui peut être lié à accompagner ce genre d'examen. Là, vous avez accès à tout, vous êtes à distance, vous avez même votre meilleur collègue là, qui est à côté de vous pour vous aider si vous oubliez une partie du contenu. Mais encore une fois, faites attention. Que ce soit que vous soyez aidé de votre collègue ou de ChatGPT, tout le contenu intellectuel produit dans cet examen doit être le vôtre. C'est-à-dire que vous pouvez vous servir de ce que vous trouvez sur Internet pour vous rappeler certains passages. Vous pouvez même citer une petite phrase à condition de citer la source. Mais le but, c'est de créer vous-même votre propre contenu. Puis si vous ne le faites pas, puis si vous ne citez pas vos sources, ça a un seul nom, ça s'appelle du plagiat. Puis ça, vous pouvez pas, vous voulez pas vous faire sanctionner pour de la triche universitaire. Et qui plus est, dans un cours d'éthique, ça paraît bien mal. Bon, j'aime bien la drôlerie ironique du geste, mais c'est moins drôle pour vous. Ça, c'est sûr et certain. De toute façon, concernant cet examen de mi-session, je vais vous redonner les instructions juste avant l'examen de mi-session. Là, c'est plutôt pour vous mettre ça là, déjà en tête, pour que vous sachiez un petit peu ce qui vous attend. Mais comme dans bien des cas, je vais répéter. Parce que certains, n'auront peut-être pas écouté ça, auront oublié en temps et lieu. D'où l'importance pour un prof de non seulement se répéter, mais répéter les choses qu'il croit pertinentes pour vous. Examen 2, ce sera quoi? C'est votre examen final en classe, sous surveillance. Et ça vaut 40%. Donc oui, ça, c'est beaucoup de points, mais en même temps, je ne vous lance pas comme ça là, dans le vide. Toute la session, tous les exercices formatifs, tout ce que je fais, c'est orienté d'une façon telle que votre examen sous surveillance,
vous serez prêt. Hein? Vous aurez fait les exercices nécessaires. Je vous aurai transmis le contenu. Vous aurez identifié les objectifs de chaque module. Vous serez pratiqué à atteindre les objectifs de chaque module. Puis, à la fin, le 40% sera là pour vous dans un examen sous surveillance en classe classique. Pour vous, c'est le 10 décembre de 18h30 à 20h30. Il va faire froid le 10 décembre. C'est drôle de le dire cette semaine, il fait chaud, mais ça s'en vient. Winter is coming, comme disait l'autre. L'examen final, ça va être d'une durée de 2 heures, donc vous pouvez déjà vous projeter là, en train de faire votre examen en classe. Aucun matériel. D'où l'importance, là, ça génère toujours un stress, là, y compris d'imaginer ce genre de situation-là. Mais d'où l'importance de tout faire, de se pratiquer, de passer à travers les questionnaires formatifs à chaque module, de faire avec rigueur l'examen de mi-session. Voilà, c'est tout ce qui vous attend, c'est tout ce que j'ai prévu pour vous permettre de réaliser tout ça. Ce sont vos évaluations du cours FI 3900. Ajoutons peut-être les questionnaires aussi à la fin de chaque module. Vous l'avez vu, là, si vous avez fait le module 1 et vous allez bientôt faire le module 2, à la fin de chaque module, il y a un questionnaire. Ça aussi, ce sont des petites questions, là. Si vous demandez à quoi ressemble l'examen, bien, ça ressemble aussi à ces petits questionnaires-là. Il y aura aussi à l'examen final et l'examen de mi-session des questions qui ressemblent à ça. Des vrais ou faux, des choix de réponse, des questions d'association, des phrases trouées, etc. Sinon, c'est tout. Et si vous faites le cumul, on a les questionnaires pour 10 points, formatif. Forum de discussion, 5 points, formatif. TP1, TP2 pour 30 points au total. L'examen 1, 15 points, on se pratique. Et l'examen 2, en classe, 40 points. Si vous avez additionné ça, on est à 100 beaux points pour le cours éthique et professionnalisme. OK, c'est tout. Vous êtes prêts, vous connaissez vos évaluations du cours. C'est parti, on se met en équipe. Avenger, Assemble, on se rejoint, on se regroupe en équipe. Lancez-vous déjà dans vos travaux d'équipe, le TP1. C'est parti. Sinon, bon week-end. On se voit ici même dans ce podcast la semaine prochaine. Allez, bye bye.